Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la crainte d'une reprise du conflit dans le Tigré. Après des mois de tension entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du nord du pays, une attaque de drone a frappé une ville située près de la frontière avec l'Érythrée. Explication à suivre. Nous parlerons aussi de la visite d'État effectuée par le président kényan en Afrique du Sud. Au menu des échanges, la sécurité régionale, les tensions xénophobes en Afrique du Sud, mais surtout la menace d'Ebola qui inquiète au-delà des pays directement touchés. Et le focus de ce samedi soir nous conduira sur les côtes ouest africaines où le poisson se fait de plus en plus rare. En cause, la pêche illégale, la surexploitation des ressources, mais aussi l'essor des usines de farine à poisson et une demande mondiale devenue presque insatiable. Une crise écologique, économique et alimentaire qui oblige à dépasser une opposition trop simpliste parfois entre les chalutiers étrangers et les pêcheurs artisanaux. Nous en parlerons avec Timothée Brochier. Il est océanologue et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Après des mois de tension entre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et la région du Tigré dirigée par le TPLF, une attaque de drone a frappé la ville de Shiraro dans le nord du territoire éthiopien, près de la frontière avec l'Érythrée. Il y a des craintes d'une reprise du conflit qui pourrait impliquer de nombreux acteurs alors que la région ne s'est toujours pas remise de la dernière guerre, l'une des plus meurtrières du XXIe siècle. Notre correspondant Tom Canetti. D'après plusieurs sources dans la ville de Shiraro, au nord du Tigré, il y a eu des frappes de drones qui ont duré environ 2 heures vendredi soir. Des militaires du TPLF auraient été blessés et transportés à l'hôpital. Les autorités, quant à elles, n'ont pas communiqué sur un quelconque bilan. Ces frappes arrivent après des mois de tension entre Mekele et Addis Abeba. J'ai d'autres sources dans la ville de Aksum avec qui j'ai parlé qui ont été témoins de la conscription forcée des jeunes Tigréens là-bas pendant la dernière semaine. En plus, après les élections qui ont eu lieu lundi, plusieurs diplomates avaient tiré la sonnette d'alarme concernant le risque d'une nouvelle guerre au Tigré après les élections. La région porte encore les séquelles du dernier conflit qui a fait plus de 600 000 morts entre 2020 et 2022. Il y a encore 1 million de personnes déplacées qui n'ont pas encore pu rentrer chez elles et qui vivent dans des camps à cause des affrontements qui continuent dans l'ouest du Tigré qui est encore occupé. Et il y a aussi eu un blocus pendant les derniers mois des ressources comme l'essence ou l'espèce ou l'aide humanitaire car le gouvernement fédéral accuse le TPLF de s'allier avec l'Érythrée contre Addis Abeba. On passe à la visite d'État effectuée par William Ruto à Pretoria. Le président kényan a rencontré son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Au menu des échanges, les violences xénophobes qui ont secoué récemment l'Afrique du Sud, la gestion de la crise Ebola, ainsi que le projet controversé d'un centre de quarantaine américain au Kenya. Clémence Valère nous en dit plus. Une attitude détendue pour un sommet aux enjeux importants. Les présidents sud-africains et kenyans ont fort à faire. La sécurité régionale, les tensions xénophobes en Afrique du Sud et l'épidémie d'Ebola. Même si le Kenya ne partage aucune frontière avec la République démocratique du Congo, épicentre du virus, à cause de la présence de ses ressortissants et ses troupes, Nairobi veut anticiper. La situation liée au virus Ebola dans l'est de la RDC est source d'inquiétude pour tous les pays, y compris le Kenya. Nous avons des milliers de ressortissants kenyans en RDC. Nous avons des soldats en RDC. La chose la plus responsable à faire est de se préparer. Mais au-delà de la prévention sanitaire, c'est un autre dossier qui cristallise les critiques, celui d'un centre de quarantaine financé par les États-Unis sur le sol kényan. Un projet controversé, d'autant plus que le pays n'est pour l'instant pas concerné par l'épidémie. Pour ses détracteurs, cette infrastructure pourrait transformer le Kenya en base régionale de gestion des crises sanitaires américaines, soulevant des questions de souveraineté et de priorité nationale. William Ruto, lui, assume ce partenariat stratégique.
Le gouvernement américain nous a apporté son soutien dans le cadre de ce dispositif de lutte contre Ebola, notamment en matière d'infrastructures sanitaires, à hauteur de 1,8 milliard de shillings kenyans. Il nous a également demandé, lors de la mise en place de toutes ces installations, d'en créer une qu'il pourrait utiliser au cas où. Entre anticipation d'une crise potentielle et influence étrangère croissante, le projet illustre les tensions autour de la gestion internationale des épidémies sur le continent africain. Et on vous en parlait hier soir, l'affaire de la vidéo raciste en Tunisie où on voyait une migrante enceinte dénudée de force et être menacée de viol collectif par des hommes. Le gouvernement tunisien a finalement communiqué. Ils disent qu'ils vont mener une enquête, bien qu'aucune plainte n'ait été déposée. Et pour eux, la vidéo date d'il y a 5 ans. Et évidemment, nous suivrons ça dans le JTA. Autre information qui nous mène en Tanzanie, en fait, c'est la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan qui est en visite officielle à Moscou et elle doit rencontrer Vladimir Poutine pour renforcer des relations entre les deux pays, un déplacement qui intervient quelques mois après les violences post-électorales d'octobre 2025 et qui ont fait des centaines de morts selon une commission officielle et jusqu'à plusieurs milliers selon l'opposition. Voilà, place à notre focus à présent dans le JTA ce samedi. Et ce soir, on parle d'une bataille décisive pour la souveraineté alimentaire du continent africain, à savoir les poissons qui se font de plus en plus rares. Et si pendant longtemps l'attention s'était concentrée sur les navires étrangers accusés de piller les ressources de la mer, la réalité est aujourd'hui plus complexe. L'effondrement progressif de certaines espèces s'explique aussi par le développement rapide des usines de farine de poissons, notamment en Mauritanie. Pour en parler, nous recevons Timothée Brochet. Il est océanologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et au sein de l'UMUSCO, en collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à vous d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. J'aimerais qu'avant qu'on rentre dans le détail, quel diagnostic portez-vous aujourd'hui sur l'état des ressources de poissons, de la mer, halieutiques en fait, en Afrique de l'Ouest? Bonsoir, merci. Oui, alors ce que je connais des statistiques, c'est effectivement une situation assez préoccupante au niveau des ressources halieutiques d'Afrique de l'Ouest, avec des débarquements qui ont vraiment beaucoup chuté pour une grande partie des espèces, et en particulier pour un peu les espèces qui étaient les plus pêchées, qui sont les petits poissons pélagiques, qui sont donc les espèces cibles de préférence effectivement des farines pour la fabrication des farines de poissons. Alors, est-ce que vous parlez d'une crise majeure? Et si oui, comment on en est arrivé là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années? Voilà, je pense que à partir des années 2000, on a un développement de l'aquaculture au niveau mondial qui fait que rapidement, les productions de l'aquaculture dépassent la production de la pêche. Et cette aquaculture, initialement et jusqu'à aujourd'hui, très gourmande en farine de poisson pour cette production. Et donc, à partir des années 2000, on a donc un boom de demande pour les farines de poisson qui se traduit en Afrique de l'Ouest par l'arrivée de nombreux bateaux-usines, en fait, des très très grands bateaux qui vont pêcher dans les zones relativement au large de ces côtes-là. Et puis, à partir de dans les années 2010, à partir des années 2014, ça a commencé par la Mauritanie, effectivement. Donc, le développement, les États ont décidé de localiser leur production de farine de poisson. Et donc, ils ont construit des farines tout le long de la côte. Le gros changement qu'il y a eu à ce moment-là, c'était on a encore passé un deuxième niveau de surexploitation des espèces, puisque les farines à la côte les usines de farine à la côte sont maintenant alimentées par la pêche artisanale qui est autorisée par les pays à pêcher dans la zone côtière où les petits poissons pélagiques sont très concentrés. Et donc, le fait de les pêcher avec beaucoup d'intensité dans cette zone-là nous a amené à la situation actuelle. Oui.
de quantité de poissons vraiment très très bas. Et Alors, peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de pêche, oui, allez-y. non, mais justement, je voulais que, pour qu'on comprenne mieux, que vous nous expliquiez les petits poissons dont on parle. Par exemple, la sardinelle ronde, que moi je ne connaissais pas. En quoi est-ce que c'est un indicateur particulièrement inquiétant? Pourquoi est-ce que c'est cette sardinelle-là qui est pêchée et à quoi sert-elle pour faire la farine à poisson en fait? Alors, la sardinelle ronde, c'est une espèce particulièrement importante dans la mesure où pendant très longtemps, jusqu'à il y a seulement peut-être 3 ans, c'était la principale source de protéines pour les populations dans le Sahel. Pas seulement au Sénégal ni en Mauritanie, mais même au Mali et au Burkina Faso, à travers des filières d'exportation qui amenait des poissons séchés ou transformés au niveau local jusque dans ces zones-là. Et donc, ces espèces-là, qu'on appelle les petits poissons pélagiques, sont effectivement des espèces clés de l'écosystème car elles se nourrissent de plancton. Et vous savez que cet écosystème est très riche parce qu'il a une forte production de plancton grâce à un climat particulier, des vents alizés. Et donc, il y a beaucoup de plancton, et donc ces espèces-là sont très, très nombreuses, et elles permettent non seulement aux pêcheurs, mais aussi à toutes les autres espèces prédatrices, comme les mérous, qui sont les espèces préférées au Sénégal, de se multiplier et d'être très nombreuses. Donc, quand on diminue beaucoup ces espèces-là, si vous voulez, c'est un peu la base de l'écosystème, c'est le cœur de la chaîne alimentaire, on va dire, et voilà pourquoi elles sont particulièrement importantes. Et en plus, ces sardinelles rondes ont des protéines d'une qualité particulièrement intéressante, avec en particulier beaucoup d'oméga 3, qui sont vraiment très très bons pour la santé et qui étaient vraiment importants pour les populations du Sahel. Et c'est aussi pour ces très bonnes propriétés en protéines qu'elles sont très recherchées pour faire les farines de poisson. Pour faire les farines. Et c'est comme ça qu'on revient là-dessus. Le contrôle en mer, on le sait, hein, Timothée Brochet, c'est extrêmement difficile, notamment à cause de l'étendue des zones maritimes, du manque de moyens. Il y a énormément de choses qui peuvent expliquer cet état des choses. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est sur terre qu'il faut agir d'abord? Est-ce que c'est au niveau des autorités? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense que d'abord, ce qui est important, c'est qu'il y ait des solutions qui soient co-construites à la fois par les acteurs, donc les pêcheurs et les scientifiques, mais aussi il faut que ces solutions elles soient coordonnées entre les différents pays de la zone. Pourquoi? Parce que les poissons se déplacent beaucoup dans cette zone d'un pays à l'autre, et ils se déplacent même de plus en plus avec le changement climatique. Et donc, c'est très important qu'il y ait une coordination. Et à partir du moment où il peut y avoir des solutions co-construites de cette manière et coordonnées, je pense qu'il faut qu'elles portent sur vraiment 3 axes qui sont effectivement, tout d'abord, il faut vraiment réguler ces exportations de protéines qui ne doivent pas, je pense, quitter l'Afrique de l'Ouest dans ces quantités-là. Et par ailleurs, il faut se concentrer sur la protection des sites clés de reproduction des poissons en Afrique de l'Ouest, qui sont le banc d'Arguin en Mauritanie, c'est déjà des zones protégées, mais il faut encore renforcer leur protection. La Petite Côte au Sénégal, qui est menacée par des problématiques de pollution et dans le cadre de la construction d'un port énorme, et l'archipel des Bijagos en Guinée-Bissau, une zone qui était encore très peu touchée jusqu'à maintenant, mais qui est aujourd'hui encerclée de bateaux-usines qui sont alimentés par des bateaux de plus petite taille qui vont pêcher dans l'archipel. D'accord. Donc, je pense Merci. que effectivement, la lutte contre la pêche illégale est quand même quelque chose de fondamental dans tout ça. Merci beaucoup, Timothée Brochet. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes océanologue et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Évidemment, c'est un sujet, la pêche illégale notamment. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le JTA. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons le Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.